La Grande Guerre, elle était souvent lue comme un affrontement d'abord franco-allemand. On était dans ce tropisme franco-allemand qui se résumait grosso modo à Verdun. Et on oubliait complètement le mot mondial. Ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur cette matière depuis très longtemps, c'est les implications que ça a eu sur le globe entier. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir 36 historiens, qu'ils soient russes, japonais, italiens, yougoslaves, allemands, bien entendu, anglais, américains, etc., de façon à ce que chacun nous dise un petit peu quelle avait été la Grande Guerre vue de sa fenêtre, quels avaient été les impacts. Et là, je dois dire qu'effectivement, on découvre une Grande Guerre telle qu'on ne l'imaginait pas. Le véritable résultat de la guerre, c'est d'abord le suicide de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus, en 1918, la puissance politique, financière, économique majeure du monde. L'historiographie a pris une grande distance maintenant scientifique avec l'allégorie, avec la mythologie. C'est vrai que pendant longtemps, l'histoire, c'était une construction, en France en particulier, très mythologique, patriotique, et que des grandes figures étaient difficilement remises en cause parce qu'elles appartenaient au panthéon national. Aujourd'hui, les disciplines se sont affirmées, en particulier l'économie, en particulier tout ce qui traite de la sociologie, tout ce qui traite des mentalités. Et c'est pour ça que nous avons eu la chance de pouvoir réunir des historiens, mais des historiens de l'économie, des historiens des sciences, des historiens des techniques, des mentalités, des historiens de la communication. Autant de disciplines qui aujourd'hui permettent vraiment d'essayer de mieux remettre cette Grande Guerre dans son contexte historique. L'histoire humaine jusque-là, ça a été l'histoire d'individus, de groupes, de nations, d'ensembles qui étaient aux prises les uns avec les autres dans un vaste espace qui laissait beaucoup de possibilités. La guerre 14 a créé, pour la première fois dans l'histoire, une situation totale dans laquelle tous les acteurs sont piégés par la logique de la situation. Pour ce qui est des archives, des images d'archives elles-mêmes, ça a été un travail extrêmement long, qui a été mené évidemment dans le plus grand nombre de directions possibles. Aux archives de l'ECPAD, ministère de la Défense, il y a quand même un fonds extrêmement important, puisqu'à partir de 1915, on crée le service cinématographique des armées. Dans les images de l'INA, qui finalement est très riche, parce qu'à travers tout le nombre de sujets traités, il y a beaucoup d'images. Il y a aussi des fonds qui ont été récemment collectés à l'INA, avant 1914, des absolument inouïs sur l'industrie, etc., qui sont de très belles images. Nous avons également trouvé des images dans des fonds privés ou publics à l'étranger. Et j'ai essayé de garder les images pour ce qu'elles sont. J'ai essayé d'éviter l'anachronisme, qui justement est, à mon avis, un des mots les plus fréquents aujourd'hui dans l'utilisation documentaire. C'est la Première Guerre dans laquelle l'image commence à être aussi importante qu'une balle ou qu'un obus. L'image commence à tuer. C'est pas par hasard s'il y a ce développement tellement phénoménal de la production iconographique pendant la Grande Guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tellement les soldats qui regardent les images à l'époque, c'est l'arrière. Donc on fabrique ces images. Et on les fabrique évidemment de façon pas du tout innocente. Et puis le dernier point sur les images, c'est que moi j'ai tenu à évidemment pas les toucher, ni dans leur couleur, et ni surtout dans leur format. Donc on les a vraiment utilisés, restitués dans la matière, dans les couleurs, dans le grammage, et dans le format dans lequel elles avaient été tournées, parce que ce sont des documents historiques et on ne touche pas aux documents historiques. Oui, je donne joyeusement au pays mon ardeur, mon courage et ma vie. L'infographie, ça a été une des parties importantes du film. Et je veux dire que la LINA est très équipée avec des personnes extrêmement compétentes, parce que là aussi, l'infographie, en fait, on a l'impression que toutes les cartes existent. En fait, elles n'existent pas. D'abord, elles sont assez peu souvent concordantes. Donc, il a fallu faire aussi un très gros travail de recherche, hein, parce qu'on voit bien que les limites des frontières ont bougé, expliquer l'Europe d'avant 14 et l'Europe d'après 14, expliquer les alliances de façon simple et en même temps sans sombrer dans le dessin pour enfants. Il y a vraiment eu un travail réellement dans mon métier, hein, qui est de réalisateur de films documentaires, totalement complet entre la recherche des archives, le montage évidemment qui a été une part importante avec 2 monteurs, c'était un gros travail, et puis l'infographie, et puis également la recherche de plans fixes, d'iconographie fixe. Ça a vraiment été une bonne collaboration et qui s'effectue en même temps, c'est-à-dire que c'est vrai que quand vous apercevez que vous avez une bonne infographie, vous apercevez que ça vous évite aussi des heures de commentaires. Donc tout ça fonctionne en même temps, et c'est vrai qu'avoir tout ça sur le même lieu, évidemment ça favorise une interactivité plus grande. Pour moi, l'histoire, c'est pas
c'est pas la mémoire, c'est pas la guerre mémorielle. Aujourd'hui, on est entré dans une utilisation de l'histoire que moi je trouve insoutenable. On se sert de l'histoire en permanence, on convoque l'histoire, y compris dans les prétoires des tribunaux, pour dire le contemporain. Par ailleurs, je trouve aussi contestable la vulgarisation qu'on fait maintenant de l'histoire en prétendant, pour la rendre plus comestible aux jeunes générations, la mettre à portée et vouloir la transformer en ce qui est lisible aujourd'hui. Expliciter l'histoire, ça ne consiste pas à prendre l'histoire et la transformer pour qu'elle soit audible aujourd'hui. Ça consiste au contraire à prendre le spectateur et essayer de lui donner le maximum d'éléments pour qu'il puisse se remettre dans le contexte de l'époque. Ce que je voulais, c'est vraiment on prenne de la hauteur avec des spécialistes, de façon à regarder le conflit dans sa globalité. La Grande Guerre, elle est totale. Et dans sa totalité, elle va induire le totalitarisme. C'est-à-dire que finalement, elle va mobiliser, elle va obliger le gouvernement à prendre tellement en main, non seulement les économies, non seulement l'effort de guerre, mais prendre en main les mentalités, prendre en main les discours, prendre en main les propagandes, eh bien ça va directement conduire aux dictatures qu'on va voir fleurir dans l'entre-deux-guerres.